c'est un phénomène naturel, mais ça ne veut pas dire qu'un phénomène naturel n'est pas un phénomène complexe. C'est démontrer que ce que nous mangeons influence ce que nous sommes, dans le sens où ça va influencer le fonctionnement de notre corps. Donc évidemment, ça a un impact sur notre métabolisme et le fonctionnement de notre corps en général, par exemple le fonctionnement de notre cœur ou de nos artères. Se nourrir bien, c'est avoir des apports qui sont en adéquation avec les besoins. Parce que le signe que l'on fait juste, c'est la stabilité du poids. Par contre, on ne peut pas dire ça si par exemple on parle de vitamines, parce que vous n'avez pas un paramètre que vous pouvez mesurer facilement au quotidien sans une prise de sang pour savoir si les apports correspondent à vos besoins. À l'heure actuelle, la population dans les pays industrialisés décède principalement de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Et nous savons que une alimentation équilibrée en fait, peut jouer un rôle dans ces maladies, mais aussi dans les maladies mentales, par exemple. La disponibilité alimentaire, qui est beaucoup plus importante qu'elle n'a jamais été. Et puis, le fait que la taille des portions est aussi augmentée. Et ça fait que de manière générale, la population va plus manger. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de croyances et puis il y a des aspects culturels. Tout le monde ne mange pas de la même manière. Est-ce qu'il y a un régime universel pour l'être humain? Je ne pense pas. D'un côté, l'être humain est un omnivore. Donc par définition, il mange de tout. D'un autre côté, si je prends mon cas, je suis un Homo sapiens et je pourrais très bien manger que végétalien ou manger des aliments tirés des animaux en fait. Donc j'ai un profil génétique qui me permet de manger des choses différentes. On va déjà préférer les aliments auxquels on a été exposé dans le ventre de notre maman. Donc c'est vraiment quelque chose de très précoce. Ça peut continuer pendant l'allaitement sous forme des saveurs qu'on nous présente, qui sont présentes dans le lait maternel. Mais évidemment, ça commence aussi avec les aliments qu'on donne aux petits-enfants pendant la diversification alimentaire. Et on a aussi beaucoup de messages qu'on reçoit sur les aliments qu'il est bon de manger ou les aliments qu'il faudrait absolument éviter. Et tout ça est assez confus. Ces aliments particulièrement vont stimuler le circuit de la récompense, qui est un circuit cérébral. Alors le circuit de la récompense, c'est une zone importante du cerveau. On a été mis en évidence pour différents types de récompenses. Ici, on se focalise sur l'alimentation, mais il faut savoir que c'est le même zone du cerveau qui vont être activées pour d'autres récompenses, comme par exemple le sexe, l'argent, etc. Et on a montré que ce système de la récompense pouvait être modulé par les aliments qu'on nous présente. Dans une étude qu'on a conduite avec mes collègues du Max Planck à Cologne en Allemagne, on a notamment pu montrer que le système de la récompense était plus activé pour des aliments qui étaient à la fois gras et sucrés par rapport à des aliments qui étaient uniquement gras ou sucrés, et ce, même s'ils étaient de même contenu calorique. Donc le gras et le sucré a un petit côté récompense et réconfort. Le gras et le sucre sont deux caractéristiques des aliments. Et le fait de les combiner ensemble, ce serait quelque part une sorte de super stimulus. Il n'y a pas de mauvais aliments. Si vous prenez le cas typique d'un plat de pâtes, les pâtes en elles-mêmes sont certainement très saines. En revanche, si on rajoute une grande quantité de crème ou de lard ou de produits qui sont très riches, on transforme un produit sain en un produit moins sain. Et puis il y a même des personnes qui n'arrivent pas du tout à gérer leur consommation de ces aliments, qui décrivent même du manque ou un besoin irrésistible d'en consommer. Ça, c'est un peu une nouveauté de notre alimentation moderne, dans le sens où on a ces aliments qui sont à la fois gras et sucrés, qui n'existent pas naturellement produits, qui sont des aliments qu'on appelle manufacturés. L'obésité est une maladie chronique d'origine multifactorielle et l'industrie, en particulier agroalimentaire, est en partie responsable de cette épidémie, mais il y a également bien sûr des facteurs génétiques, biologiques. On a des environnements qu'on appelle des environnements obésogéniques, c'est-à-dire des environnements où on a énormément de ces aliments transformés, gras et sucrés, et où aussi on nous incite peu à faire de l'activité physique. Donc ça arrive dans certains bâtiments, par exemple, vous allez d'abord voir les ascenseurs avant de voir les escaliers. Tout est fait en fait pour produire des aliments qui sont en général
extrêmement calorique, hein, riche en sucre, riche en graisse. Et puis, toutes les techniques de marketing sont utilisées pour que les gens en achètent plus. Nos ancêtres ont eu à faire face à des famines. Et donc, nous sommes programmés quelque part pour stocker de la nourriture sous forme de graisse afin de pouvoir parer à ces famines. Néanmoins, à l'heure actuelle, on n'en a pas besoin dans un environnement où il y a à manger partout. Il y a ces croyances que l'alimentation, elle est complètement contrôlable et que c'est une question de volonté. Alors qu'en fait, pour les personnes qui souffrent soit d'obésité, soit de troubles des conduites alimentaires, ça n'a rien à voir avec la volonté seule. Pour ceux qui ont ces facteurs génétiques et qui sont plus à risque de prendre du poids, c'est extrêmement difficile. C'est comme si on leur demande de grimper le Cervin. Mais il y a aussi un problème d'image de soi qui est très important. Donc l'image de soi, ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi l'estime de soi qui est abîmée. La personne se dévalorise beaucoup. Puis dans ce cas-là, ça peut être plus difficile, ça peut même être un vrai combat de devoir gérer son alimentation. Le problème actuel, c'est que bien sûr, il y a des intérêts économiques majeurs dans le domaine de l'alimentaire, de l'agroalimentaire. Actuellement, en Suisse, on produit environ 5000 calories par jour et par personne. Alors nous savons très bien qu'il y a une partie qui va passer malheureusement à la poubelle. Donc on pense souvent aux États-Unis quand on pense au problème de l'obésité, mais la Suisse n'est pas épargnée, dans le sens où il y a 41% de la population en Suisse en 2012 qui était en surpoids ou obèse. Donc il y a à peu près 10% de personnes obèses et 31% de personnes en surpoids. Tant que les coûts de la santé restent relativement gérables, eh bien on n'a pas tellement envie de faire bouger l'industrie puisque ça représente quand même des revenus, la croissance économique et puis des emplois. Et c'est estimé en Suisse que tous ces problèmes liés à une mauvaise alimentation coûteraient environ 80% des dépenses du système de santé suisse. Donc on parle beaucoup bien sûr de médecins, d'hôpitaux, de médicaments, de caisses maladie, mais on ne parle pas beaucoup de prévention. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en matière de prévention pour réduire les coûts? Nous savons que notre environnement il est manipulé. On nous propose en fait vraiment des produits en général déséquilibrés à prix moins cher en première position. On place ces aliments qui sont plutôt nocifs pour les enfants à leur hauteur, en bas des rayons. C'est inacceptable qu'en Suisse, depuis mai 2017, il ne soit plus obligatoire d'indiquer le sucre ajouté et les graisses saturées. Et je pense que là, c'est un pas en arrière par rapport, par exemple, à l'Union européenne. En Suisse, l'obésité chez les enfants n'est pas stabilisée. Parce que, en fait, ces enfants-là sont probablement les plus à risque génétiquement et ils sont dans un environnement qui est tellement obésogène, qui est tellement stimulant pour manger beaucoup et puis très peu bouger, entre autres aussi devant les écrans, et bien que ces enfants-là sont à haut risque en fait, de développer une obésité sévère, et ça c'est une maladie chronique. La plupart des gens qui ont des problèmes alimentaires mangent tout simplement trop. En réduisant de 10 à 20% leur prise alimentaire, ils vont déjà fortement améliorer leur alimentation. Il n'y a pas d'aliments à absolument manger ni d'aliments à éviter. En fait, les conseils, on les connaît, c'est sous la forme de la pyramide alimentaire ou sous la forme de l'assiette équilibrée. Souvent, ce qu'on appelle l'aliment oublié, c'est la boisson. En Suisse, actuellement, nous savons que la moyenne est d'environ 120 grammes de sucre par jour, alors que l'OMS recommande actuellement 25 grammes de sucre ajouté par jour. Ça équivaut à 6 cuillères à café. Je crois que nous sommes nombreux à proposer que quand l'alimentation est disponible localement, c'est celle-là qu'il faut consommer. D'entreprendre un nouveau régime ou de suivre les derniers conseils à la mode, ça risque surtout d'amener encore plus de confusion, mais pas d'aider. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'une alimentation équilibrée peut permettre de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de certains cancers, ainsi que d'autres maladies chroniques comme les maladies mentales. Ce qu'on a vu au niveau des animaux, c'est qu'en réduisant les calories, donc la restriction calorique, ou en ayant des régimes alternatifs, on peut augmenter l'espérance de vie de ces animaux. Ce qu'on voit chez l'homme, on ne peut pas le montrer chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué, parce que pour des raisons éthiques. Manger de la viande maximum 2 fois par semaine, manger du poisson 1, 2 fois
par semaine et manger le plus possible de fruits et légumes, si possible de saison. Avec ça, vous feriez déjà un travail quasi idéal. Mais évidemment, je pense que c'est important de prendre le temps de bien manger. Ça a aussi montré que si vous mangez devant la télé ou être distrait pendant votre alimentation, vous allez manger plus, notamment. À mon avis, c'est un moment important de joie et c'est important que ça le reste quand on se nourrit.